Jung a découvert un code spirituel caché au cœur de votre sexualité. Vous avez été trompé. Et si votre énergie sexuelle ne concernait pas seulement le plaisir, mais l'ouverture de votre pouvoir le plus profond, de votre moi caché, de l'évolution de votre âme? Carl Jung a révélé une vérité si profonde qu'elle a été enterrée pendant des décennies jusqu'à aujourd'hui. Partie 1. Le libido n'est pas seulement du désir. La redéfinition de l'énergie sexuelle par Jung. L'exploration du libido par Carl Jung diverge radicalement de la vision de Freud. Pour Freud, le libido était principalement sexuel, ancré dans le désir physique, la recherche du plaisir et l'instinct de reproduction. Mais Jung considérait cette interprétation comme réductrice. Pour lui, le libido représentait une force vitale bien plus profonde et multidimensionnelle, une énergie psychologique qui façonne nos motivations, notre créativité, nos rêves, nos souffrances et même notre éveil spirituel. Dans la psychologie jungienne, le libido ne se limite pas au sexe. Il s'agit du mouvement de la psyché. C'est l'énergie émotionnelle derrière tous les actes de quête, de désir, d'aspiration et de transformation. Bien qu'il puisse se manifester par le désir sexuel, ce n'est qu'une de ses expressions possibles. Le libido peut se traduire par l'ambition, l'élan de créer de l'art, la soif de connaissance ou même la recherche de Dieu. Cela représente un changement radical dans la manière dont nous comprenons le désir. Non pas comme quelque chose à craindre ou à réprimer, mais comme quelque chose à examiner, à rediriger et, ultimement, à intégrer. Le libido comme carburant de la psyché. Pour comprendre la perspective de Jung, il faut partir de sa vision de l'être humain, non pas seulement comme un organisme physique, mais comme un système psychologique profondément symbolique et guidé par l'inconscient. Dans ce cadre, le libido est le carburant qui alimente l'ensemble de la psyché. Il dynamise les pensées, les souvenirs, les fantasmes et les comportements. Mais, chose importante, ce n'est ni une quantité fixe, ni une forme figée. Il circule, se transforme et évolue en fonction de l'attention de la psyché. Par exemple, quelqu'un peut ressentir un désir sexuel pour une personne. Mais Jung poserait la question. S'agit-il vraiment d'un désir physique ou de ce que cette personne représente? Un désir de beauté, de mystère, de sécurité, de pouvoir ou de connexion? L'attraction de surface n'est que l'expression symbolique de quelque chose de plus profond. En ce sens, le libido est symbolique. Il n'est jamais uniquement ce qu'il semble être. Si nous nous arrêtons à l'interprétation littérale, nous manquons les messages psychologiques et spirituels cachés à l'intérieur. Le danger de mal comprendre le libido. Jung était profondément préoccupé par les dangers de mal interpréter le libido. Si nous le réduisons à un simple instinct sexuel, nous risquons soit de le réprimer entièrement, ce qui crée des névroses, de l'anxiété et une fragmentation, soit de l'indulger sans discernement, ce qui conduit à l'addiction, à l'obsession et à une inflation psychologique. La répression et l'indulgence sont toutes deux des symptômes d'une déconnexion avec la nature symbolique du libido. Dans la répression, le libido devient stagnant. Il se retire dans l'inconscient où il fermente comme une matière sombre. Dans l'indulgence, le libido est externalisé et projeté, poussant souvent les gens à chercher le plaisir physique comme substitut à un épanouissement émotionnel ou spirituel. Dans les deux cas, la personne perd l'opportunité de l'intégration. La solution de Jung n'était pas de nier l'énergie sexuelle, mais de travailler avec elle, de l'interpréter, de la ritualiser, de la transformer. Il encourageait à se demander « À quoi cette énergie fait-elle vraiment allusion ? Qu'est-ce qui en moi cherche à s'exprimer à travers ce désir ?» Ces questions nous éloignent de la honte et de la compulsion pour nous rapprocher de la conscience de soi et de la complétude. Le langage symbolique de l'énergie sexuelle. Dans les rêves, les fantasmes et l'imagination active, la libido se révèle à travers des symboles. Un homme rêvant d'être poursuivi par une femme séduisante pourrait ne pas rêver de séduction littérale, mais de sa psyché féminine intérieure, l'appelant à un développement émotionnel et relationnel plus profond. Une femme rêvant d'une figure masculine mystérieuse pourrait rencontrer son animus, la voie de l'intellect, de l'action et de la quête spirituelle. L'imagerie sexuelle dans l'inconscient est rarement à propos du sexe lui-même,
C'est une métaphore dans l'alchimie, une influence centrale sur le travail ultérieur de Jung. L'union sexuelle symbolisait souvent l'union des opposés, masculin et féminin, conscient et inconscient, ego et âme. Jung croyait que le langage érotique de l'alchimie n'était pas primitif. Il était psychologique. Il pointait vers le mystère de l'intégration psychique. Ainsi, lorsque l'énergie sexuelle surgit dans notre psyché, Jung ne dirait pas d'agir ou de la réprimer. Il dirait de l'interpréter, de la décoder. Quelle partie de votre psyché essaie de devenir entière à travers cette nostalgie? La libido et l'individuation. La libido joue un rôle crucial dans le concept d'individuation de Jung, le processus par lequel une personne devient son moi le plus authentique. Au début de la vie, la libido est dirigée vers l'extérieur, vers les parents, les figures d'autorité et les valeurs culturelles. C'est la phase d'adaptation, apprendre à vivre dans le monde. Mais avec le temps, la libido doit se tourner vers l'intérieur. La personne commence à retirer les projections, à questionner les attentes sociétales et à explorer son propre inconscient. Se tournant vers l'intérieur n'est pas un signe de faiblesse ou d'échec. C'est le début de la maturité intérieure. Lorsque la libido est redirigée des fixations externes, telles que les relations compulsives ou la poursuite de statut vers le développement intérieur à travers les rêves, l'art, le travail sur l'ombre ou la méditation, une transformation commence. Jung appelait cela une conversion psychique, une alchimie spirituelle, où l'instinct brut est transmuté en conscience. La libido comme force créative et spirituelle. Jung croyait que la même énergie qui pousse les gens à chercher l'union sexuelle peut aussi les pousser à créer de la poésie, à construire des temples ou à poursuivre des insights philosophiques. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux artistes, mystiques et philosophes ont des relations complexes avec la sexualité. Leur libido n'est pas coincée dans le littéral. Elle est constamment sublimée en forme supérieure. De cette manière, l'énergie sexuelle devient un véhicule de transformation. Jung pointait vers des symboles religieux comme la Vierge Marie, le mariage sacré ou la résurrection non comme dogme, mais comme expression mythique de ce qui se passe lorsque la libido est réintégrée et rendue consciente. L'âme, fertilisée par cette libido transformée, donne naissance à une nouvelle vie, un nouveau but et une sagesse plus profonde. C'est le vrai potentiel de la libido. Non pas seulement pour gratifier, mais pour initier. Non pas seulement pour exciter, mais pour évoluer. Partie 2. Lorsque l'énergie sexuelle est réprimée, la naissance de l'ombre. Carl Jung croyait que la répression de l'énergie sexuelle ne la fait pas disparaître. Au lieu de cela, elle pousse cette énergie dans l'inconscient où elle mute, se déforme et prend des formes plus sombres. C'est le lieu de naissance de ce que Jung appelait l'ombre. Les parties rejetées et reniées de nous-mêmes, qui agissent encore à travers des comportements inconscients, des obsessions, des projections et des explosions émotionnelles. Dans une société où la sexualité est souvent traitée comme honteuse, pécheresse ou dangereuse, la libido devient séparée de la conscience. Cette séparation ne signifie pas que l'énergie disparaît. Elle se déplace simplement hors de la conscience, devenant autonome et au fil du temps plus dangereuse. Jung avertissait que tout ce que nous refusons d'affronter en nous-mêmes reviendra comme destin. Les conséquences de la répression. La répression de l'énergie sexuelle n'est pas simplement l'évitement de l'intimité physique, c'est le déni de la force vitale intérieure. Cette énergie, lorsqu'elle est supprimée, tend à s'échapper de manière indirecte et destructrice. Par exemple, une personne peut devenir obsédée par la moralité et le contrôle pour compenser ses propres désirs cachés. D'autres peuvent développer des compulsions, des addictions ou des fantasmes qui semblent irrationnels ou disproportionnés. Certains peuvent éprouver des symptômes psychologiques tels que l'anxiété, la dépression ou des pensées intrusives. Jung ne pathologisait pas ces symptômes. Au lieu de cela, il les interprétait comme des signaux de l'inconscient. Un cri de l'âme indiquant qu'une partie essentielle du soi a été bannie et doit être récupérée. La libido tournée vers l'intérieur devient poison. L'énergie sexuelle inexprimée ne reste pas passive dans l'inconscient. Elle devient une toxine psychique. Jung observait que lorsque la libido est coupée de l'expression symbolique ou consciente, elle alimente souvent un conflit intérieur et une névrose.
La personne se sent divisée, déchirée entre ce qu'elle désire et ce qu'elle se sent autorisée à vouloir. Dans une telle condition, la libido devient une force de destruction plutôt que de création. Une personne pourrait saboter des relations, projeter ses désirs réprimés sur les autres, ou développer des sentiments de culpabilité et d'inutilité. La psyché se retourne contre elle-même, et la personne se retrouve piégée dans une guerre entre instinct et moralité, passion et honte. Cette guerre intérieure nourrit l'ombre. L'ombre est un miroir sexuel. L'ombre n'est pas intrinsèquement mauvaise. C'est la partie de nous-mêmes qui contient tout ce que nous avons renié. Notre rage, notre peur, notre jalousie et surtout notre sexualité. En termes jungiens, une grande partie de notre énergie sexuelle niée vit dans l'ombre. C'est souvent le premier endroit où la libido se cache lorsqu'elle n'est pas bienvenue par l'ego ou acceptée par l'environnement. Lorsque quelqu'un juge durement les autres pour être trop sexuels, trop libres ou trop provoquants, ils projettent souvent leur propre libido réprimée. Ce qu'ils ne peuvent tolérer en eux-mêmes, ils le condamnent chez les autres. C'est pourquoi Jung soulignait que la première étape vers la guérison est de retirer les projections et de reconnaître que ce qui nous irrite ou nous attire chez les autres pointe souvent vers quelque chose de non intégré en nous-mêmes. Affronter l'ombre, c'est affronter la libido cachée, l'ombre dans les rêves et les fantasmes. L'une des expressions les plus claires de la libido refoulée se trouve dans le monde des rêves. Jung encourageait ses patients à explorer leurs rêves, non pas pour leur signification littérale, mais pour leur valeur symbolique. Les rêves érotiques, surtout lorsqu'ils sont troublants ou tabous, ne sont pas des fautes morales. Ils sont des tentatives de la psyché pour ramener à la surface du matériel refoulé. Une personne rêvant d'un rapport sexuel avec quelqu'un d'inapproprié n'exprime pas forcément un désir réel, mais dévoile plutôt une part cachée d'elle-même, une part qui aspire à la liberté, à l'intimité, à la rébellion ou à la puissance créatrice. En termes jungiens, le rêve est compensatoire. Il équilibre le caractère unilatéral de l'esprit conscient. La libido refoulée peut également apparaître dans des fantasmes de domination, de soumission ou de transgression. Là encore, il ne s'agit pas nécessairement de confession sur le caractère moral, mais d'expression symbolique d'impuissance, d'agences réprimées ou de blessures émotionnelles. Jung insistait sur l'importance d'aborder un tel contenu avec curiosité et non avec jugement. Le rôle de l'ombre dans l'individuation. Le processus d'individuation, c'est-à-dire le devenir de son véritable soi, exige une relation consciente avec l'ombre. Et puisque tant d'énergie sexuelle refoulée vit dans l'ombre, l'intégrer devient essentiel pour la complétude psychologique. Cela ne signifie pas agir sur chaque désir, mais comprendre d'où vient le désir et ce qu'il révèle. Réclamer la libido à l'ombre permet de la transformer en créativité, en passion, en but et en force intérieure. Lorsque l'énergie sexuelle n'est plus redoutée ou refoulée, elle cesse de nous contrôler depuis l'ombre. Elle devient au contraire une part dynamique de notre vie consciente, un pont entre l'ego et le soi profond. Le rôle de la société dans la création de la libido ombrée. Jung a également souligné la manière dont la culture, la religion et les systèmes familiaux contribuent à la formation de l'ombre sexuelle. Lorsque les sociétés diabolisent le plaisir, couvrent le corps de honte et glorifient la pureté tout en n'offrant aucun espace à une expression émotionnelle sûre, elles créent une fracture dans la psyché humaine. Les enfants apprennent souvent que la curiosité sexuelle est mauvaise, sale ou dangereuse. Ce conditionnement plante la graine du refoulement. Et parce que la libido est une part naturelle de la vie, ce refoulement finit par se retourner contre soi, soit par des compulsions secrètes, soit par des explosions violentes. Jung avertissait que le refoulement collectif de la libido ne mène pas à l'illumination, mais à la projection de masse, à l'hystérie et à l'hypocrisie morale. L'ombre collective commence alors à dominer la société. On le voit dans la montée de l'extrémisme, la recherche de boucs émissaires et l'obsession de contrôler le comportement des autres. Lorsqu'une culture ne peut pas se relier à la sexualité de manière consciente, elle la rejoue inconsciemment sur la scène politique, religieuse ou guerrière. Troisième partie, l'énergie sexuelle est un symbole.
pas seulement un acte. L'interprétation symbolique du pouvoir érotique chez Jung. L'approche de Carl Jung vis-à-vis de l'énergie sexuelle n'était jamais littérale. Alors que Freud analysait souvent le comportement sexuel à travers l'instinct et la biologie, Jung cherchait du sens. Pour lui, les pulsions sexuelles n'étaient pas seulement des besoins physiques expliqués par des mécanismes évolutionnaires, mais des symboles riches de significations psychologiques, mythologiques et spirituelles. En d'autres termes, le sexe n'est presque jamais seulement du sexe. C'est quelque chose de plus profond qui tente d'émerger à travers le langage symbolique du désir. Pour Jung, chaque fantasme érotique, chaque envie ou chaque rencontre peut être lu comme un rêve chargé d'archétypes, de désirs inconscients et de vérités plus profondes sur le soi. L'acte sexuel, dépouillé de toute signification, n'est que physique. Mais, imprégné d'une lecture symbolique, il devient un véhicule de transformation. L'érotique comme métaphore. Dans la pensée jungienne, la sexualité est l'une des métaphores les plus puissantes de la psyché. Elle exprime le besoin humain d'union, non seulement avec une autre personne, mais aussi avec les parties de nous-mêmes qui ont été perdues, niées ou jamais pleinement réalisées. Jung soulignait fréquemment que l'être humain porte en lui à la fois des dimensions masculines et féminines, ce qu'il appelait l'anima, le féminin intérieur chez l'homme, et l'animus, le masculin intérieur chez la femme. L'attirance sexuelle n'est donc pas seulement liée au corps de l'autre, mais à ce qu'il représente dans notre monde psychique. Souvent, nous sommes attirés par quelqu'un non pour ce qu'il est réellement, mais pour les qualités symboliques qu'il incarne, le mystère, la vitalité, la liberté, l'acceptation, le danger, la protection. Ces qualités reflètent des parties de nous-mêmes restées dormantes et qui aspirent à l'intégration. Par exemple, un homme peut être obsédé par une femme sauvage et libre d'esprit, non pas simplement parce qu'il la désire physiquement, mais parce qu'elle représente son monde émotionnel refoulé qu'il ne s'est jamais autorisé à explorer. L'impulsion érotique est une métaphore de l'éveil intérieur. L'union alchimique. Hierogamos. L'une des expressions symboliques les plus puissantes de l'énergie sexuelle dans l'œuvre de Jung est le concept de hierogamos, le mariage sacré. Cet archétype, présent dans d'innombrables mythes, textes alchimiques et rituels religieux, représente l'union des opposés, le masculin et le féminin, l'esprit et la matière, l'ego et l'inconscient. En alchimie, cette union était souvent représentée symboliquement par le roi et la reine, s'unissant dans une étreinte mystique. Pour Jung, il ne s'agissait pas de sexe physique réel, mais d'une métaphore de l'intégration psychique. Un moment où différentes parties de la psyché se rejoignent, créant une énergie nouvelle, une vision intérieure et un sentiment de totalité. L'élan érotique n'est donc pas seulement une recherche de plaisir, c'est une aspiration à la complétude. Chaque désir contient en lui le murmure de la totalité, l'élan de transcender l'isolement et de devenir un avec le soi profond. Les rêves sexuels, portail de l'inconscient. Jung accordait une attention particulière aux images sexuelles dans les rêves. Il croyait que l'inconscient utilisait souvent les symboles érotiques pour communiquer des besoins intérieurs, des conflits émotionnels ou des transformations spirituelles. Mais, point essentiel, il n'interprétait jamais ses rêves littéralement. Ainsi, un rêve de rapport sexuel avec un inconnu ne renvoie pas forcément à l'infidélité ou à l'attirance physique. Il peut symboliser le désir d'intégrer une part inconnue ou encore inexplorée de soi-même. Un rêve de rejet sexuel peut révéler de profonds sentiments d'indignité ou la nécessité d'affronter une blessure refoulée. Jung conseillait : ne vous arrêtez pas à l'acte. Demandez-vous, que représente cette figure ? Qu'est-ce que ce moment d'intimité ou de vulnérabilité révèle sur ma relation avec mon âme ? C'est cela, le chemin symbolique de la libido, non pas vers la gratification, mais vers la révélation. De la libido au logos, l'évolution du désir. Au fur et à mesure qu'elle évolue, la libido peut devenir logos, non pas au sens de logique, mais de signification. Jung croyait que, lorsque nous commençons à lire notre énergie sexuelle symboliquement, elle se transforme. Ce qui nous poussait autrefois de façon inconsciente
devient une force consciente de croissance et d'orientation. Ainsi, un désir sexuel peut devenir un désir de connexion, de beauté ou de vérité. Un fantasme de domination peut indiquer le besoin de récupérer une puissance personnelle perdue. Une soif de contact physique peut exprimer une faim de reconnaissance spirituelle ou émotionnelle. En suivant ces fils symboliques, une personne apprend à interpréter ses propres élans, non pas avec culpabilité ou honte, mais avec conscience. Ce processus ne consiste pas à réprimer le désir, mais à le décoder. Ce n'est pas de la suppression, mais de la sublimation. L'art, la religion et l'érotique. Jung observait fréquemment que les sociétés qui répriment le symbolisme érotique deviennent souvent spirituellement appauvries. À l'inverse, les cultures qui honorent la sexualité de façon symbolique produisent souvent un art, une littérature et des traditions mystiques d'une grande profondeur. De l'ancien tantra hindou à la poésie de Rumi, des manuscrits alchimiques médiévaux aux peintures de Gustav Klimt, l'érotisme, lorsqu'il est exprimé à travers une conscience symbolique, devient un chemin vers le divin. En ce sens, Jung voyait la libido non pas comme un problème à gérer, mais comme une forme brute d'or psychique. Une énergie qui, lorsqu'elle est raffinée et comprise, devient le carburant de la créativité et de la transcendance. Le risque du littéralisme. Quand la société ou l'individu échoue à comprendre la libido de façon symbolique, l'énergie sexuelle se réduit à quelque chose de mécanique, de vide ou de compulsif. C'est ce que Jung appelait la régression psychique, lorsque la libido est réduite à un instinct primaire dépourvu de sens. Le littéralisme mène à l'addiction et au vide relationnel, à la perte de lien entre le corps et l'âme, à la déshumanisation de soi comme de l'autre. À l'inverse, l'engagement symbolique avec l'énergie sexuelle l'élève au rang de sacré, en fait quelque chose qui mérite d'être contemplé et intégré dans l'expérience humaine totale. Intégrer le symbole érotique pour grandir véritablement. Jung enseignait que nous devons reprendre possession de notre énergie érotique non par l'indulgence ou la répression, mais par l'interprétation et l'intégration. Cela implique de se demander « De quoi ce désir parle-t-il vraiment ? Quelle partie de moi cherche réunion ou expression ? Que reflète ce désir sur mon monde intérieur ?» Une fois que nous commençons ce travail symbolique, la libido ne nous contrôle plus depuis l'ombre. Elle devient un maître, un miroir reflétant les parties de nous-mêmes qui aspirent à la lumière, au sens et à la connexion. Quatrième partie. La libido comme force spirituelle. Élever l'érotique dans le voyage de l'âme. La vision de Jung de l'énergie sexuelle comme catalyseur de la transformation intérieure. Carl Jung ne considérait pas la libido comme une force appartenant uniquement au corps ou même à l'ego. Il croyait que, lorsqu'elle est correctement comprise et intégrée, la libido pouvait devenir une énergie spirituelle puissante, alimentant les processus les plus profonds de transformation psychologique et d'évolution de l'âme. Alors que la plupart des gens associent l'énergie sexuelle au plaisir physique ou à l'intimité émotionnelle, Jung y voyait les germes d'une alchimie intérieure bien plus vaste. En psychologie jungienne, la sexualité n'est pas quelque chose à conquérir, à refouler ou à célébrer isolément. C'est quelque chose à transformer. À mesure que la libido évolue, passant de l'instinct brut à une forme d'aspiration spirituelle, elle rapproche l'individu du soi, terme jungien désignant la totalité de la psyché humaine. Mais ce voyage, de l'instinct brut vers la signification sacrée, n'est pas automatique. C'est un chemin qui exige confrontation, souffrance et intégration. La libido comme feu de transformation. Jung fut profondément influencé par l'alchimie, qu'il considérait comme un système symbolique reflétant le processus psychologique d'individuation. Dans le langage alchimique, la prima materia, la matière brute et chaotique, est analogue à la libido non raffinée. Au départ, l'énergie sexuelle est primaire, passionnée, instinctuelle. Elle est puissante mais inconsciente. Elle veut, elle prend, elle réagit. Mais tout comme le feu peut brûler ou purifier, la libido peut détruire ou élever selon l'usage qu'on en fait. Pour Jung, le but n'était pas de supprimer cette énergie, mais de la contenir, de l'explorer, de la ritualiser et de la transmuer en quelque chose de plus élevé. Lorsqu'elle est amenée à la conscience,
Cette énergie brute devient source de créativité, de sagesse et d'authenticité. Cette idée résonne avec les anciennes traditions mystiques, y compris le tantra, où l'énergie sexuelle n'est pas réprimée ni exploitée, mais cultivée et redirigée vers l'éveil intérieur. Jung voyait dans ces pratiques non pas des rituels exotiques, mais des vérités psychologiques profondes. La sexualité est sacrée lorsqu'elle est consciente. De l'instinct à la signification, le chemin de la sublimation. En termes psychologiques, ce processus est connu sous le nom de sublimation, la redirection de l'énergie instinctuelle vers des poursuites créatives, intellectuelles ou spirituelles. Pour Jung, la sublimation ne consistait pas à éviter la sexualité ou à prétendre être pure, mais à engager l'énergie érotique avec discernement pour qu'elle devienne un pont plutôt qu'une barrière. Cette redirection n'élimine pas le désir, elle le raffine. Un homme qui cherchait autrefois la conquête peut se mettre à écrire de la poésie. Une femme autrefois dépendante de ses amants peut se tourner vers l'étude du mysticisme. Les comportements extérieurs changent, mais la libido demeure. Elle prend simplement une expression plus évoluée. Et, point essentiel, la sublimation n'est pas forcée ni artificielle. Elle se développe organiquement à partir de la maturité intérieure. Quand l'âme est poète, elle n'a plus besoin d'exprimer l'amour uniquement par le corps. Elle peut l'exprimer par les mots, les symboles, la dévotion, le silence. C'est cela, la véritable élévation de l'éros en logos. Libido et quête du sacré. Jung soulignait souvent que l'expérience religieuse et l'expérience sexuelle partagent des traits psychologiques communs: abandon, extase, union, désir ardent, émerveillement. Toutes deux reposent sur le désir de transcender la séparation et de devenir un avec quelque chose de plus grand que soi. C'est pourquoi tant de mystiques, au fil de l'histoire, ont décrit leur union avec le divin en termes érotiques. Les écrits de Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, débordent d'images brouillant les frontières entre union sexuelle et union spirituelle. Jung ne voyait pas cela comme scandaleux, mais comme psychologiquement exact. L'aspiration de l'âme vers Dieu emprunte souvent le langage du corps, parce que le corps est le premier langage de l'âme. En analyse jungienne, le désir d'union sexuelle est souvent un désir déplacé de totalité. Nous cherchons chez l'autre ce que nous n'avons pas encore trouvé en nous-mêmes. Mais lorsque nous commençons à intégrer nos parties désavouées, en particulier celles liées à l'éros, le désir se transforme. Il devient dévotion, il devient vocation, il devient un pèlerinage intérieur plutôt qu'une chasse extérieure. L'érotique comme chemin vers le soi. Jung enseignait que la sexualité, lorsqu'elle est explorée de manière symbolique et consciente, devient l'un des chemins les plus directs vers le soi. Cela ne veut pas dire que chaque rencontre sexuelle est sacrée ou que la libido doit être spiritualisée prématurément. Cela signifie que, derrière chaque acte de désir, se cache une question: que cherche à devenir l'âme? Beaucoup de personnes se retrouvent coincées dans des schémas relationnels répétitifs, des dépendances ou des fantasmes romantiques. Non pas parce qu'elles sont superficielles, mais parce qu'elles n'ont pas encore déchiffré le message symbolique de leur désir. Elles agissent encore depuis l'instinct, non depuis l'intuition. Mais lorsque l'on commence à demander « Pourquoi ai-je envie de cette personne ? Quelle part de moi éveille-t-elle ou reflète-t-elle ? Qu'est-ce que je ressens une fois le plaisir dissipé ?» Ah alors, l'érotique devient un chemin d'exploration intérieure. C'est là que la libido devient spirituelle, non par le déni, mais par la transformation consciente. L'intégration du corps et de l'âme. Dans de nombreuses traditions spirituelles occidentales, le corps a été traité comme un obstacle à la transcendance. Jung rejetait ce dualisme. Il croyait que le corps n'est pas l'ennemi de l'âme, mais son partenaire. La libido n'est pas une énergie inférieure à éliminer. C'est un feu sacré qu'il faut honorer et orienter. Jung suggérait même que l'éveil spirituel est impossible sans l'intégration corporelle. Pour s'élever spirituellement, il faut d'abord descendre en soi-même, dans ses instincts, ses ombres, ses passions. C'est en acceptant ces parties de nous-mêmes, et non en les évitant, que nous construisons les bases de la totalité. Cette perspective rejoint le principe alchimique du solve et coagula,
dissoudre et réunir. Nous devons briser nos anciens schémas, dissoudre nos croyances rigides sur le bien et le mal, le sexe et la honte, puis reconstruire une nouvelle unité qui inclut tout ce que nous sommes. Le mariage intérieur, l'union sacrée au-dedans. En fin de compte, le chemin de la libido transformée mène à ce que Jung appelait le mariage intérieur, l'intégration du masculin et du féminin dans la psyché. C'est l'étape finale de l'individuation, où l'on ne cherche plus sa complétude à travers l'autre, mais en soi-même. L'énergie sexuelle joue un rôle crucial dans cette union. À mesure que nous réclamons notre anima animus, notre désir sexuel devient moins une fusion externe qu'une harmonie intérieure. Nous cessons de projeter notre désir vers l'extérieur et commençons à l'incarner intérieurement. L'amour devient moins une question de possession qu'une question de présence. Cette union sacrée intérieure engendre le génie créateur, la paix spirituelle et la complétude psychologique. C'est ce vers quoi tendent, en vérité, tous les mythes, romances et textes sacrés. Non pas l'amour comme dépendance, mais l'amour comme éveil. Archétype est le chemin vers la plénitude. L'objectif ultime de la psychologie jungienne n'est pas d'éliminer les archétypes, c'est d'en devenir conscient. Les archétypes influenceront toujours nos vies sexuelles et relationnelles, mais une fois que nous les voyons tels qu'ils sont, nous pouvons les utiliser comme des outils d'individuation plutôt que comme des pièges d'illusion. L'anima devient la source d'intelligence émotionnelle, d'intuition et de connexion à l'âme. L'animus devient la force de clarté, d'action et de conviction intérieure. L'ombre devient le gardien de la vérité, de l'intégration et de la puissance créatrice. Lorsque ces archétypes sont intégrés, notre vie érotique dépasse le physique. Elle devient le miroir de notre évolution spirituelle. Le désir cesse d'être une question de contrôle ou de gratification et devient une quête de découverte de soi. Partie 6. La transformation de la libido dans l'individuation, du désir à la profondeur. Comment l'énergie sexuelle évolue vers une sagesse intérieure sur le chemin du soi. Dans le cadre jungien de l'individuation, le processus psychologique par lequel une personne devient son véritable soi, entier et authentique, la libido joue un rôle central. Mais contrairement à Freud, qui voyait la libido comme une pulsion sexuelle constante cherchant sa décharge, Jung la comprenait comme une énergie psychique capable de profondes transformations. Lorsqu'elle est dirigée inconsciemment, la libido alimente fixation, compulsion et projection. Mais lorsqu'elle est engagée consciemment, elle évolue, s'élevant de l'impulsion biologique vers l'intuition émotionnelle, la profondeur symbolique, puis l'intégration spirituelle. C'est le chemin que Jung appelait la voie de l'individuation, un parcours où l'énergie brute du désir ne disparaît pas, mais mûrit, devenant une lumière qui guide vers la plénitude intérieure. De l'attachement extérieur à l'intégration intérieure. Au premier stade de la vie, la libido est tournée vers l'extérieur. Les désirs de l'enfant se concentrent d'abord sur l'attachement aux figures parentales, puis sur l'acceptation sociale, la réussite matérielle, et plus tard les relations amoureuses. La libido alimente l'ambition, l'attraction, le succès, ce que Jung appelait la première moitié de la vie, tournée vers la construction de l'ego et la recherche d'une place dans le monde. Mais à la mi-vie, ou dans les moments de crise, cette orientation vers l'extérieur échoue. Ce qui satisfaisait autrefois paraît vide. L'ego se fissure. Cela marque le début de l'individuation, un retournement de la libido vers l'intérieur. La libido, autrefois projetée sur les amours, le statut ou les objectifs, commence à chercher un sens plus profond. Le désir érotique peut se transformer en désir de solitude, de vérité, de créativité ou de relation avec l'inconscient. En termes jungiens, c'est une régression de la libido en vue d'un renouveau. Elle ne disparaît pas. Elle se redirige vers les profondeurs de la psyché pour découvrir le soi. Le rôle de la libido face à l'ombre. Quand la libido se retire des objets extérieurs et se tourne vers l'intérieur, elle rencontre inévitablement l'ombre. Les parties négligées, refoulées et blessées de la psyché. Cette confrontation est inconfortable
et souvent douloureuse. La libido, qui cherchait autrefois le plaisir, alimente maintenant l'affrontement intérieur. Le désir ne cherche plus l'évasion, il exige l'honnêteté. Ce stade s'accompagne souvent de symptômes, dépression, perte de libido au sens sexuel, angoisse existentielle. Mais ce ne sont pas des échecs. Ce sont les signes que la libido accomplit ce que Jung appelait le travail intérieur. Elle récupère l'énergie autrefois dépensée dans la fantaisie, l'addiction ou la performance, pour la réinvestir dans la tâche de devenir entier. Par ce processus, l'ombre n'est plus crainte ni projetée. Elle devient connue, et la libido devient un pont entre l'esprit conscient et la vérité inconsciente. Libido et intégration de l'anima. Au-delà de l'ombre se trouve la rencontre avec l'anima chez l'homme, ou l'animus chez la femme. Ces figures intérieures ne sont pas seulement des sources de fascination érotique, elles sont des clés de l'âme. Une fois que les projections de l'anima animus sont retirées des partenaires extérieurs, leur énergie devient disponible pour la transformation intérieure. Pour les hommes, cela peut signifier développer la sensibilité émotionnelle, la réceptivité symbolique, l'expression artistique, des qualités autrefois idéalisées chez les autres. Pour les femmes, cela peut signifier acquérir autorité intérieure, clarté de pensée, force spirituelle, des qualités autrefois recherchées à l'extérieur. La libido, autrefois liée au désir physique ou à la dépendance affective, soutient désormais l'union des opposés en soi. C'est un stade sacré de l'individuation. L'érotique devient intériorisé et symboliquement puissant. Il ne nourrit plus le drame, mais la création. La créativité comme signe de transformation de la libido. L'un des signes les plus clairs de la transformation de la libido est l'essor de l'énergie créatrice. Lorsque le désir sexuel devient plus symbolique et moins compulsif, il se libère pour s'exprimer par l'écriture, la peinture, la musique, l'enseignement, le mentorat ou le service spirituel. Pour Jung, l'expression créative n'était pas un simple passe-temps. C'était la sublimation de la libido dans la culture et la conscience. Beaucoup pensent que la sublimation est une forme de refoulement. Mais Jung la voyait différemment. Pour lui, la sublimation est une élévation. Le désir monte vers une octave plus haute, gardant sa puissance, mais changeant de forme. L'artiste, le mystique ou le guérisseur ne manquent pas de libido. Ils l'ont transfiguré. Leur élan n'est plus de posséder autrui, mais d'illuminer le monde intérieur et d'en partager les richesses. Rêve et réorganisation de la libido. Durant le processus d'individuation, les rêves changent souvent de tonalité. Les premiers rêves érotiques peuvent être bruts, confus. Mais à mesure que la libido se raffine symboliquement, les rêves deviennent plus riches, plus mythiques, plus intégrés. Un rêve d'union sexuelle peut se transformer en rêve de mariage sacré, de renaissance ou de percée créative. Jung pensait que ces rêves reflétaient une réorganisation de l'énergie psychique. La libido n'est plus fragmentée ni refoulée, elle circule à travers des canaux archétypaux et aide le soi à se manifester plus clairement. Cette transformation n'est pas linéaire. La libido peut régresser puis ressurgir. L'ego peut résister. Mais avec le temps, la libido devient moins une quête de stimulation qu'une quête de profondeur symbolique. Le rôle de la solitude dans l'évolution de la libido. L'individuation exige souvent des périodes de solitude. Non pas la solitude vide, mais le retrait sacré. Dans la solitude, la libido n'est plus dispersée vers l'extérieur. Elle reçoit l'espace pour mûrir, parler depuis l'inconscient et prendre de nouvelles formes symboliques. Ce retrait est souvent mal compris. On peut interpréter une baisse d'intérêt pour la sexualité ou la vie sociale comme une dépression. Mais en termes jungiens, il s'agit d'un réinvestissement de l'énergie dans un développement psychologique plus profond. La libido n'est pas perdue, elle incube. La solitude n'est donc pas la fin du désir. C'est l'endroit où le désir devient plus intelligent, plus habité par l'âme, plus raffiné. Eros devient psyché, l'amour devient sagesse. La maturation de la libido. À mesure que l'individuation progresse, quelque chose d'extraordinaire se produit. Eros devient psyché. La force érotique,
autrefois brûlante et urgente, ouvre désormais la porte au soi profond. L'amour devient moins une fusion avec l'autre qu'une résonance avec l'âme. On n'a plus besoin de quelqu'un pour éveiller sa plénitude. On porte ce feu en soi. Les relations deviennent des choix conscients, non des compulsions inconscientes. La sexualité devient sacrée, intime, joyeuse, mais n'est plus enchaînée à la projection ou à la fantaisie. C'est la maturation de la libido, non pas sa fin, mais son accomplissement. Réflexion finale de la partie 6. Jung enseignait que le désir n'est pas un problème, c'est une carte. Et la libido, lorsqu'elle est comprise symboliquement et vécue consciemment, devient la force même qui nous guide à travers la souffrance, l'illusion et le manque, vers la source profonde de notre vraie nature. Plus nous l'honorons, plus elle nous transforme de créatures avides en créateurs de sens. Partie 8. Eros versus Logos. La bataille entre désir et raison dans la psyché. L'intuition de Jung sur la tension entre sentiment et pensée dans l'amour, le sexe et l'âme. En psychologie jungienne, une grande partie des conflits humains, internes comme relationnels, peut être retracée jusqu'à la lutte entre deux principes archétypiques, Eros et Logos. Ce ne sont pas simplement l'amour et la logique, ni même les énergies féminines et masculines. Ce sont des modes fondamentaux de l'être qui organisent la conscience, orientent la libido et façonnent notre expérience des relations, de la sexualité et de l'identité. Eros, associé au principe féminin, est la force de la connexion, de la relation, du sentiment et de l'intimité. Il cherche l'union et la totalité à travers le lien émotionnel et psychique. Logos, associé au principe masculin, est la force de l'ordre, de la raison, de la clarté et de la différenciation. Il cherche la compréhension et la structure par l'analyse et la séparation. L'érotique et le rationnel, le cœur et l'esprit dans la psyché. Ces forces ne sont pas ennemies, mais lorsqu'elles sont déséquilibrées, elles génèrent de la souffrance. Jung enseignait que le véritable but n'est pas d'en favoriser une au détriment de l'autre, mais de les amener dans une relation consciente, un mariage dynamique de la tête et du cœur, de l'instinct et de la pensée, de la libido et du logos. Quand Eros domine, se noyer dans la fusion émotionnelle, lorsqu'Eros submerge Logos, une personne peut être engloutie dans l'expérience émotionnelle, incapable de prendre du recul et de réfléchir. Dans les relations, cela se manifeste par l'enchevêtrement, la dépendance ou l'intensité dramatique. L'amour devient tout consumant. Chaque regard, chaque mot, chaque toucher porte une signification exagérée. La personne peut se sentir complètement possédée par la présence ou l'absence de l'autre. La libido, sous l'influence d'un éros non contrôlé, se fusionne avec l'objet du désir. Il n'y a plus de frontières. Le moi se dissout dans l'autre. Bien que cela puisse sembler extatique, ce n'est pas la plénitude. C'est une inflation psychique. De tels états conduisent souvent à une perte d'identité, une personnalisation excessive des conflits, une idéalisation romantique suivie d'une désillusion inévitable, de la jalousie, de l'obsession ou du chaos émotionnel. Dans ce cas, la libido n'est pas transformée, elle est consommée, quand Logos domine, la tyrannie du détachement. À l'inverse, lorsque Logos domine, une personne peut devenir excessivement détachée, rigide ou émotionnellement engourdie. Elle peut intellectualiser ses relations, réduire l'amour à des formules ou réprimer ses désirs par peur de perdre le contrôle. Cette personne peut éviter l'intimité, rejeter le sens symbolique de la sexualité ou considérer les impulsions érotiques comme des distractions. Elle privilégie la clarté à la connexion, l'analyse à l'émotion. La libido, sous l'influence d'un logos excessif, devient contenue mais sans vie, structurée mais affamée. Les symptômes de ce déséquilibre incluent la froideur émotionnelle ou l'indifférence, la suranalyse et la paralysie décisionnelle, la peur de la vulnérabilité, le cynisme vis-à-vis de l'amour ou de l'intimité. Ici, l'érotique est enterré sous la rationalité. L'âme reste intouchée. La scission Eros-Logos dans la culture moderne. Jung s'inquiétait particulièrement du fait que la culture occidentale ait survalorisé le logos,
science, raison, maîtrise technologique, tout en marginalisant Eros. En conséquence, beaucoup vivent en sur-régime mental tout en étant émotionnellement et érotiquement sous-nourris. On nous apprend à contrôler le désir, non à l'explorer, à penser clairement, mais non à ressentir profondément. Résultat, une aliénation généralisée, des relations superficielles et une ombre inconsciente pleine de désirs refoulés. Ironiquement, ce déséquilibre produit une culture compensatoire saturée d'images sexuelles, de fantasmes romantiques et de projections émotionnelles. Car la libido ne peut pas être raisonnée hors de l'existence. Elle exige de s'exprimer. Et si Eros est exilé de la conscience, il éclate de manière inconsciente et parfois destructrice. Le mariage alchimique. Intégrer Eros et Logos. La solution n'est pas de réprimer un principe au profit de l'autre, mais de les marier dans la psyché. Jung voyait ce mariage intérieur comme la pierre angulaire de l'individuation. Lorsqu'Eros et Logos sont intégrés, la libido n'est plus chaotique, mais créative et focalisée. Les émotions sont honorées mais non obéies aveuglément. Les pensées sont claires mais informées par le cœur. La sexualité devient symbolique, signifiante et consciente sur le plan relationnel. Cette intégration permet une intimité authentique, où le désir ne brouille pas l'identité et où la raison n'étouffe pas la connexion. Elle crée des amants qui pensent profondément et ressentent avec sagesse, capables de passion sans obsession et de distance sans indifférence. L'intelligence érotique. Quand Eros et Logos collaborent. En termes jungiens, l'intelligence érotique est la capacité de vivre le désir sans en être possédé. C'est reconnaître la projection et la retirer sans ressentiment. Communiquer ses besoins avec clarté et empathie. Comprendre que l'énergie sexuelle est symbolique, émotionnelle et spirituelle, pas seulement physique. Cette intelligence ne vient pas de l'éducation, mais du travail intérieur. Elle émerge lorsque Logos ne cherche plus à dominer Eros et qu'Eros ne cherche plus à noyer Logos. C'est le chemin du milieu qui exige d'affronter à la fois nos blessures et notre sagesse. Les rêves, la danse des opposés. Dans les rêves, le conflit entre Eros et Logos apparaît souvent sous forme de disputes, de divorces ou d'associations étranges entre amants, frères et sœurs ou opposés. Jung enseignait que ces rêves révèlent le conflit intérieur entre cœur et esprit. Mais parfois, les rêves offrent des symboles de mariage sacré, une union des contraires. Ce sont les signes que la psyché guérit sa division. La libido n'est plus scindée, elle est canalisée vers la totalité. Le rêve peut montrer des amants s'unissant, le masculin et le féminin fusionnant, ou un mariage entre des personnages improbables. Ces rêves symbolisent l'intégration psychique et non une simple satisfaction de désir. Retrouver l'équilibre dans le monde réel. Pour rééquilibrer Eros et Logos, Jung suggérait l'imagination active, dialoguer avec le contenu inconscient de manière créative, le travail sur les rêves, interpréter les rêves émotionnels et érotiques de façon symbolique, non littérale. Le dialogue intérieur, laisser la part sensible et la part rationnelle s'exprimer et s'écouter. L'expression créative, utiliser la libido pour créer, et non simplement consommer ou réprimer. Les relations conscientes, choisir des partenaires qui nourrissent et défient à la fois Eros et Logos. Pensée finale de la partie 8. Le désir sans discernement est chaos. La logique sans sentiment est vide. Le véritable pouvoir de l'âme humaine s'éveille seulement lorsque Eros et Logos marchent ensemble. Quand nous aimons avec sagesse et pensons avec le cœur, la transformation de la libido commence dans cette tension sacrée. De là naît le soi. Agu. Partie 9. Le danger du matérialisme sexuel. Quand le sacré est dépouillé. L'avertissement de Jung sur la perte d'âme dans les visions modernes de la sexualité. Carl Jung n'était pas puritain. Il n'a jamais prôné la suppression morale ou le déni des instincts sexuels. Il s'inquiétait plutôt des conséquences psychologiques de la réduction du sexe au matérialisme pur. Pour Jung, la sexualité n'était pas seulement un acte biologique ou une transaction sociale. C'était un portail symbolique vers la psyché,
capable de révéler nos blessures les plus profondes, nos désirs, nos projections et notre quête spirituelle. Lorsque cette profondeur symbolique est supprimée, le sexe devient sans âme et la libido, notre énergie vitale, se fragmente, devient chaotique, voire destructrice. Dans le monde actuel, où la sexualité est souvent marchandisée, banalisée et coupée de son sens émotionnel et spirituel, l'avertissement de Jung est plus pertinent que jamais. L'essor du matérialisme sexuel. Le matérialisme sexuel désigne la tendance moderne à traiter le sexe comme une marchandise physique dépourvue de profondeur, de symbolisme ou de sacralité. Dans cette vision, la sexualité est réduite à un instinct biologique. Le plaisir devient un but et non un moyen de connexion. Les partenaires sont évalués selon des critères superficiels: apparence, statut, performance. Le désir est vu comme mécanique, non comme porteur de sens. Cette réduction du sexe l'ampute de son mystère, de sa vulnérabilité et de sa présence humaine. Elle ignore la signification inconsciente de la libido, le mythe intérieur, l'archétype et l'histoire qui se jouent à travers l'attraction. Jung voyait cette perte de profondeur comme une crise psychique. Quand le sexe n'est plus symbolique, l'âme est coupée de son propre langage. La libido sans signification devient destructrice. La libido en psychologie jungienne. La libido est le moteur de la vie psychique, mais elle n'est pas neutre. Elle doit être orientée, contenue et intégrée. Lorsqu'elle est utilisée uniquement pour rechercher du plaisir ou une validation sociale, sans comprendre l'histoire intérieure qu'elle exprime, elle se fragmente. Elle alimente l'addiction, le vide, la compulsion ou l'engourdissement émotionnel. C'est pourquoi tant de personnes peuvent se sentir insatisfaites après des relations sexuelles occasionnelles, utiliser le sexe pour éviter l'intimité ou des blessures émotionnelles, répéter des schémas d'attraction douloureux, ou éprouver une déconnexion croissante d'elles-mêmes et des autres. Dans chacun de ces cas, la libido a perdu son ancrage symbolique. Elle ne sert plus l'individuation, mais le fantasme de l'ego ou les attentes sociales. L'âme reste inentendue. La dimension sacrée de l'énergie sexuelle. Jung croyait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est abordée avec conscience, est l'une des forces les plus sacrées accessibles à l'humanité. Non pas parce qu'elle est pure ou morale, mais parce qu'elle est réelle, brute, transformatrice, liée à l'essence même de la vie. Dans les cultures anciennes, la sexualité était souvent associée au divin. Rituels, mythes et initiations utilisaient des symboles sexuels pour invoquer renaissance, mort, union et transcendance. Que ce soit dans le tantra hindou, les mystères grecs ou les manuscrits alchimiques, les symboles érotiques pointaient au-delà du corps, vers le désir évolutif de l'âme. Quand le sexe est désacralisé, lorsqu'il n'est plus vu comme symbolique, il perd son pouvoir alchimique. Il cesse d'initier une transformation et devient simplement un acte de consommation. Pornographie, consumérisme et ombre. Jung interpréterait probablement la consommation massive de pornographie et de médias hypersexualisés non pas comme une preuve de libération, mais comme le signe d'une répression et d'une projection collective. Lorsqu'une culture extériorise sa libido sans la comprendre, l'ombre prend le dessus. Au lieu d'affronter la solitude, le chagrin ou le désir de totalité, les individus se tournent vers la stimulation répétitive, confondant intensité et intimité, nouveauté et nourriture. Cela engendre une déconnexion croissante de l'expérience émotionnelle réelle, la marchandisation des corps humains, le renforcement d'idéaux irréalistes et de fantasmes inconscients, une incapacité grandissante à vivre un amour ou une sexualité significative. Jung enseignait que ce que nous refusons d'intégrer, nous le jouons inconsciemment. Le matérialisme sexuel n'est pas une liberté, c'est l'ombre d'une culture qui a perdu le contact avec l'âme. Réhabiliter le sens symbolique du sexe. Pour dépasser le matérialisme sexuel, il faut revenir à une conscience symbolique. Cela implique de poser des questions plus profondes. Que représente ce désir? Que suis-je réellement en train de chercher à travers la connexion sexuelle? Quelle part de ma psyché est éveillée, menacée ou reflétée? Cette rencontre m'aide-t-elle à évoluer ou à fuir? La conscience symbolique ne moralise pas le sexe, elle l'éclaire. Elle restitue au sexe
sa juste place dans l'économie psychique, non comme simple loisir ou reproduction, mais comme événement psychologique et spirituel, une rencontre avec l'âme à travers le corps. Le rôle du rituel et de l'intention. Une façon de résister au matérialisme sexuel est de ritualiser la sexualité. Cela ne veut pas dire devenir dogmatique ou rigide, mais aborder le sexe avec intention, présence et profondeur. Exemple de ritualisation d'Eros. Faire de la place à la vulnérabilité émotionnelle, pas seulement au plaisir physique. Traiter l'acte sexuel comme une transformation mutuelle, pas une gratification personnelle. Honorer les énergies symboliques en jeu, pouvoir, abandon, confiance, création. Engager la libido comme une conversation avec l'inconscient, pas une course à l'orgasme. Ces changements ne nécessitent pas de religion, mais de la conscience. Un acte sacré n'est pas défini par des règles extérieures, mais par une présence et un sens intérieur. Le pouvoir guérisseur de l'intégrité érotique. Lorsque la libido est réintégrée à la psyché, lorsque le désir est compris, honoré et orienté vers la totalité, quelque chose de profond advient. L'acte sexuel devient le miroir du voyage de l'âme, un passage de la séparation à l'unité, un reflet de l'ombre et de la lumière, un pont entre conscient et inconscient, une rencontre sacrée, même dans l'imperfection. L'intégrité érotique signifie choisir non pas ce qui procure du plaisir immédiat, mais ce qui correspond à la vérité profonde de l'être. Ce n'est pas une question de règles, mais de sens. Pensée finale de la partie 9. Jung avertissait qu'un monde qui dépouille le sexe de son sacré n'est pas éclairé. Il est fragmenté. Quand la sexualité perd son pouvoir symbolique, l'âme perd son langage. Réhabiliter l'énergie érotique, c'est redonner de la profondeur au désir et du sens à l'amour. Car le sexe, dans sa forme la plus élevée, ne concerne pas seulement l'union avec l'autre. Il s'agit de la réunion avec le soi. Doige, partie 10. La sexualité sacrée dans les traditions anciennes. Jung et le symbolisme érotique de l'alchimie, du mythe et du tantra. Comment Jung a dévoilé la sagesse spirituelle cachée derrière l'union sexuelle. Carl Jung croyait que la psychologie moderne avait beaucoup à apprendre du monde ancien, en particulier en ce qui concerne la sexualité, alors que l'esprit moderne tend à séparer le sexe de l'esprit, à le réduire à la biologie ou à l'enfouir sous la honte. Les traditions anciennes voyaient dans l'énergie sexuelle quelque chose de sacré, inscrit dans leurs mythes, rituels et systèmes mystiques. L'érotisme n'était jamais seulement physique. Il était une force cosmique, un chemin vers la divinité, la transformation et l'union avec le soi. Jung s'immergea dans l'étude de l'alchimie, de la mythologie, du gnosticisme et des philosophies orientales, non par simple curiosité académique, mais parce qu'il pressentait une vérité psychologique profonde codée dans leur langage symbolique. Ces systèmes comprenaient ce que la psychologie moderne avait oublié, l'énergie sexuelle et la matière brute de l'âme, capable de détruire l'ego ou de racheter la psyché. Alchimie, l'union sexuelle comme transformation intérieure. Parmi les découvertes les plus influentes de Jung, il y a celle que les alchimistes, loin d'être de simples chimistes primitifs, décrivaient en réalité des processus psychologiques intérieurs au moyen d'un langage symbolique. Et nombre de leurs symboles les plus puissants étaient érotiques. Dans les textes alchimiques, l'union de Sol, le soleil, principe masculin, et de Luna, la lune, principe féminin, est centrale. Cette union, parfois représentée comme un mariage mystique, parfois comme une fusion sexuelle ardente, n'a rien à voir avec l'acte charnel. Elle symbolise la fusion des opposés, conscient et inconscient, esprit et matière, ego et soi, principe masculin et féminin au sein de la psyché. Jung y voyait le parcours symbolique de l'individuation. La conjunctio, ou union sacrée, était le but, la création de la pierre philosophale, c'est-à-dire du soi accompli. Dans cet acte sexuel symbolique, la libido se transforme. Elle n'est pas expulsée mais intégrée. Il s'agit d'une sexualité comme alchimie psychique, non pas centrée sur le plaisir seul, mais sur l'évolution intérieure. Mythologie, amant divin et union sacrée.
Jung croyait que les mythes sont les rêves de l'humanité et que, dans presque toutes les cultures, le mythe érotique est central. Dans la mythologie grecque, Aphrodite et Arès, l'amour et la guerre, représentent la tension et l'attraction des opposés. Eros et Psyché symbolisent de la mystérieuse relation entre le désir, Eros, et l'âme, Psyché. Une histoire où la véritable union ne se réalise qu'après la souffrance, la mort et la transformation. Dionysos, dieu de l'extase et de la folie érotique, révèle comment l'énergie sexuelle peut à la fois libérer et détruire selon la conscience qui la guide. Ces récits ne sont pas de simples divertissements. Jung les lisait comme des plans symboliques de nos propres parcours psychologiques. Dans les mythes, le désir sexuel n'était jamais purement animal. Il pointait toujours vers quelque chose de sacré, de transformateur ou d'interdit. Il reflétait la lutte humaine pour équilibrer instinct et esprit, plaisir et finalité, corps et âme. Tantra, l'énergie sexuelle comme voie d'illumination. Jung fut aussi fasciné par les traditions orientales, en particulier le Tantra, une voie spirituelle née en Inde et au Tibet. Contrairement à beaucoup de religions occidentales qui condamnent ou répriment la sexualité, le Tantra l'embrasse, non pas comme une poursuite hédoniste, mais comme un rituel sacré d'éveil. Dans la philosophie tantrique, Shiva, la conscience pure, et Shakti, l'énergie dynamique, représentent les principes cosmiques masculins et féminins. Leur union, souvent représentée sous forme d'étreinte sexuelle, est le symbole de l'illumination spirituelle, la fusion du formel et de l'informel, du mouvement et de l'immobilité, de l'être et de la conscience. Le Tantra enseigne que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle est cultivée et ritualisée consciemment, peut élever la conscience, dissoudre l'ego et unifier l'individu avec le divin. C'est la libido comme feu sacré, non pas quelque chose à dompter ou à réprimer, mais à canaliser et à vénérer. Pour Jung, le Tantra n'était pas simplement une philosophie étrangère, c'était une vérité psychologique. La transformation n'a pas lieu en niant le désir, mais en y entrant avec conscience, humilité et sens symbolique. Le mariage sacré, un archétype universel. Que ce soit dans l'alchimie, la mythologie ou le tantra, le thème du mariage sacré, de l'union symbolique des opposés, est omniprésent. Jung voyait cet archétype non comme un dogme religieux, mais comme une nécessité psychologique. Chaque âme, croyait-il, aspire à l'intégration, et l'union sexuelle, sous sa forme symbolique, reflète ce désir. Cet archétype apparaît dans le mysticisme chrétien, l'âme comme épouse du Christ. Dans les textes gnostiques, Sophia est le logos divin. Dans le mythe égyptien, Isis et Osiris. Dans le taoïsme, l'équilibre du yin et du yang. Ces récits reflètent ce que Jung observait en thérapie et dans les rêves. Quand la psyché est prête, elle avance vers la réunion avec sa moitié manquante. Qu'il s'agisse de l'anima, de l'animus ou de l'ombre, la libido, moteur de cette union, devient l'énergie même de la guérison de l'âme, de son rituel, de son symbole et de la récupération de sa profondeur érotique. Rituel sexuel et perte du sacré moderne. Dans l'Antiquité, le sexe était souvent intégré au rituel, non seulement pour la fertilité ou le plaisir, mais comme un acte symbolique de transformation. Les prostituées sacrées des temples sumériens, les initiations tantriques, les rites des écoles de mystère, tous traitaient le sexe comme une métaphore de la mort et de la renaissance, du chaos et de la création. Jung avertissait qu'en perdant ces rituels, l'humanité moderne avait aussi perdu la boussole de l'âme. Nous ne savons plus comment ritualiser le désir, comment honorer la signification psychique d'Eros. Résultat, le sexe devient soit dominé par l'ombre, soit spirituellement vide. Pour restaurer la profondeur, il faut retrouver la pensée symbolique, voir le sexe non seulement comme un acte, mais comme un message, un rêve, un mythe, un mystère. Lorsque la libido est réintégrée au sens, elle devient capable de catalyser non seulement le plaisir, mais aussi la transformation. Le symbolisme érotique dans le processus thérapeutique. La thérapie jungienne elle-même révèle souvent la dimension sacrée de la libido. Les patients apportent des rêves, des fantasmes ou des désirs érotiques qui semblent troublants,
ou tabous. Mais dans l'analyse jungienne, ce ne sont pas des symptômes à effacer. Ce sont des symboles à interpréter. Un rêve d'union sexuelle peut refléter un désir d'intégration intérieure. Une attirance interdite peut signaler l'éveil d'un archétype réprimé. Une image érotique récurrente peut être la tentative de la psyché de rétablir l'unité par l'imagination. Le thérapeute devient un guide symbolique, aidant l'individu à comprendre non pas ce qu'il doit faire de sa libido, mais ce que la libido demande sur le plan symbolique et spirituel. Pensée finale pour la partie 10. Jung croyait que l'énergie sexuelle, dans sa forme la plus authentique, est porteuse de sens sacrés. À travers l'alchimie, le mythe et le tantra, Eros a toujours été un pont entre le mortel et le divin, le conscient et l'inconscient, l'humain et l'éternel. Redécouvrir la sexualité sacrée, ce n'est pas revenir au passé, c'est éveiller une vérité déjà vivante en nous. Nos désirs les plus profonds ne sont pas des problèmes à résoudre, mais des symboles de l'aspiration de l'âme à devenir entière. La partie 11. Libido et rêve. Interpréter le symbolisme sexuel de l'inconscient, le guide de Jung pour décoder les images érotiques du monde onirique. Carl Jung considérait les rêves comme la voie royale vers l'inconscient, le théâtre où la psyché révèle des vérités, des tensions et des désirs que la conscience réprime ou ignore. Et dans ce monde onirique, l'une des expressions les plus puissantes, et souvent mal comprise, est l'imagerie sexuelle. Jung le soulignait, le contenu érotique des rêves ne concerne que rarement le sexe physique. Il est symbolique. Il reflète le mouvement de la libido, non pas simplement comme une force biologique, mais comme une énergie psychique en quête de transformation. Dans cette partie, nous explorons comment Jung nous a appris à interpréter les rêves sexuels, non avec honte ou littéralisme, mais avec profondeur et sens, comme des messages de l'âme elle-même. La libido parle par le symbole, non par le désir littéral. L'erreur que commettent la plupart des gens lorsqu'ils interprètent des rêves sexuels est de les prendre au pied de la lettre. J'ai rêvé que je couchais avec un étranger. Veux-je tromper mon partenaire ? J'ai eu un rêve érotique avec quelqu'un que je n'aime pas. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi ces rêves me mettent-ils mal à l'aise ou m'excitent-ils ? Jung aurait répondu : ne vous concentrez pas sur l'acte. Concentrez-vous sur le symbole. L'acte sexuel dans un rêve ne concerne pas l'autre personne. Il concerne quelque chose qui se passe en vous. L'union érotique symbolise l'intégration, la transformation ou la fusion des opposés dans votre psyché. Un rêve sexuel peut ne pas parler de sexe du tout. Il peut être le signe que votre inconscient cherche à unifier des parties de vous en conflit, à réconcilier des tensions ou à libérer des énergies refoulées sous une forme symbolique. Exemple d'interprétation jungienne des rêves sexuels. 1. Rêve d'une relation sexuelle avec un étranger. Vu de Jung, l'étranger peut symboliser une partie de vous-même que vous n'avez pas encore intégrée, un trait, un talent ou une capacité émotionnelle inconnue. L'acte sexuel représente l'invitation de votre psyché à fusionner avec cette partie, à explorer ce que cela pourrait signifier si vous accueilliez cette énergie nouvelle. 2. Rêve d'une relation sexuelle avec une personne inappropriée, par exemple un patron, un professeur, un frère ou une sœur. Vu de Jung, ce rêve reflète souvent l'énergie symbolique des dynamiques de pouvoir, de la projection ou de l'intégration de l'ombre. Il ne s'agit pas d'inceste ou de tabou littéral, mais d'unir en vous des qualités telles que l'autorité, l'intellect, la structure ou des dimensions émotionnelles que vous avez niées ou redoutées. 3e rêve d'être séduit ou submergé par une figure mystérieuse. Vu de Jung, cette figure peut représenter l'anima ou l'animus, les images archétypales de votre opposé intérieur. Être emporté par elle symbolise votre désir inconscient de transformation, d'être touché par des forces psychiques plus profondes qui défient le contrôle de l'ego. Rêves érotiques et processus d'individuation. À mesure que la libido se transforme dans le processus d'individuation, l'inconscient utilise souvent les rêves érotiques pour signaler un changement. Ces rêves peuvent refléter l'intégration de matériaux d'ombre, annoncer l'arrivée d'une nouvelle étape psychologique, révéler un potentiel caché ou une vérité émotionnelle refoulée, offrir une résolution symbolique à des conflits intérieurs.
Une des grandes intuitions de Jung est que l'énergie érotique, lorsqu'elle apparaît dans les rêves, ne vise pas la gratification, mais la communication. La psyché parle en métaphore, elle vous presse d'écouter, de réfléchir et de changer. Le langage archétypal des images sexuelles. Les rêves sexuels ne sont pas aléatoires, ils s'appuient sur des archétypes, des motifs universels de signification. Parmi les plus fréquents, le mariage sacré, hiérogamos, un rêve d'union sexuelle harmonieuse entre deux figures puissantes ou mythiques, symbolise l'union du conscient et de l'inconscient, du masculin et du féminin, ou de l'ego et du soi. La femme fatale, l'amant sombre, figure séductrice qui tente, domine ou déstabilise. Elle représente l'ombre non intégrée, l'instinct primitif ou le désir refoulé. Elle appelle souvent une confrontation et une transformation intérieure. La rencontre interdite. Le fait de coucher avec quelqu'un que vous ne considéreriez jamais dans la vie éveillée symbolise la transgression des limites de l'ego, une invitation à élargir la conscience ou à reconnaître quelque chose de réprimé, frustration ou inachèvement sexuel. Les rêves où l'acte est interrompu ou insatisfaisant reflètent souvent un conflit non résolu dans la vie éveillée, où la libido est bloquée, niée ou mal dirigée. Ces archétypes ne sont pas des prescriptions, mais des schémas. Votre tâche est de décoder le message personnel qu'ils contiennent. Rêve, libido et ombre. Les rêves sexuels contiennent souvent des éléments de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous rejetons ou refoulons. C'est pourquoi les rêves érotiques peuvent te sembler honteux, choquants ou déroutants. Jung enseignait que plus un rêve vous affecte intensément sur le plan émotionnel, plus il est probable qu'il provienne du soi refoulé. Par exemple, si vous rêvez d'une rencontre passionnée avec quelqu'un que vous n'aimez pas consciemment, cela peut être la façon qu'a votre psyché de dire « cette personne reflète quelque chose en vous que vous n'avez pas encore accepté ». Plutôt que de moraliser ou de rejeter le rêve, Jung vous inviterait à dialoguer avec lui. Que représente cette figure ? Qu'ai-je peur d'intégrer ? Le rêve ne vous juge pas. Il vous invite à guérir et à grandir. Imagination active, continuez le rêve érotique. Jung a développé une technique appelée imagination active, dans laquelle les figures de rêve sont consciemment engagées dans la vie éveillée. Si un rêve sexuel vous laisse troublé ou agité, vous pouvez vous asseoir tranquillement et réentrer dans le rêve par l'imagination. Parlez à la figure. Que veut-elle ? Pourquoi est-elle apparue ? Posez la question symbolique. Que suis-je vraiment en train de désirer ? Explorez ce qui se passerait si le rêve continuait. Quelle transformation pourrait se déployer ? Cette pratique permet à la libido d'accomplir son mouvement, non par répétition inconsciente, mais par intégration consciente. Les rêves érotiques deviennent alors un carburant de conscience, et non une compulsion. Culpabilité culturelle et symbolisme érotique. Jung avertissait que beaucoup de gens n'explorent pas leurs rêves érotiques à cause du conditionnement moral. Élevés dans des cultures qui culpabilisent la sexualité, ils tendent à réprimer ou à juger leur monde intérieur plutôt qu'à en apprendre. Cette répression crée une rupture entre l'ego et la libido. L'érotique devient une menace au lieu d'un maître. La solution de Jung: retirer la lentille morale, appliquer la lentille symbolique. Le rêve n'est pas un péché. Il est porteur de sens. Il n'est pas pervers. Il est profond. Les rêves érotiques ne vous demandent pas de passer à l'acte. Ils vous demandent de vous éveiller. Réflexion finale pour la partie 11. Jung enseignait que la libido rêve en métaphore. Quand vous dormez, l'âme murmure dans le langage du symbole, du mythe et d'Eros. Les rêves érotiques ne concernent pas la luxure. Ce sont des invitations à guérir, à intégrer et à devenir plus entier. Les comprendre, c'est écouter la voix de l'inconscient sans peur ni honte. Car en fin de compte, la libido n'essaie pas de vous tenter. Elle essaie de vous transformer. Partie 12. Le tabou et la culpabilité. Comment la morale réprime l'énergie vitale et fracture la psyché ? L'avertissement de Jung sur les dommages psychologiques causés par la honte sexuelle et la répression. Carl Jung avait compris quelque chose de profondément troublant.
Beaucoup des blessures psychologiques que portent les hommes modernes ne sont pas seulement causées par des traumatismes, mais par la suppression culturelle de l'énergie vitale naturelle, en particulier de l'énergie sexuelle. Pour Jung, la libido n'était ni sale ni immorale. Elle était sacrée, créatrice et essentielle. Mais lorsque la libido rencontre la répression, lorsque la société, la famille ou la religion qualifient le désir naturel de tabou, le résultat n'est pas la vertu, mais la fragmentation. La psyché se scinde. L'individu perd le contact avec le soi. Dans cette partie, nous examinons comment la culpabilité, la honte et l'absolutisme moral déforment la sexualité, mènent à la formation de l'ombre et empêchent la transformation consciente de l'énergie érotique. Les origines de la culpabilité sexuelle. Jung pensait que l'homme moderne est accablé de morale, mais spirituellement déconnecté. Alors que la civilisation a exigé le contrôle, l'ordre et la conformité, elle a offert peu de sagesse psychologique sur la manière d'honorer l'instinct, y compris l'instinct sexuel. Beaucoup de personnes grandissent dans des environnements où la curiosité sexuelle est punie ou humiliée. Les enseignements religieux présentent le désir comme un péché. Les normes culturelles associent la pureté à la suppression. Le corps lui-même est considéré comme inférieur à l'âme. En conséquence, la libido naturelle n'est ni célébrée, ni explorée, ni symbolisée. Elle est condamnée. Les enfants intériorisent cette condamnation. Ils en viennent à croire qu'une partie d'eux-mêmes est mauvaise ou diabolique, simplement parce qu'ils désirent, veulent ou sont curieux. C'est la naissance de la culpabilité, non comme une réponse à une faute, mais comme une réponse au simple fait d'être vivant. Jung avertissait : ce qui est réprimé dans l'enfance devient l'ombre à l'âge adulte, lorsque la répression se transforme en névrose. Il a vu d'innombrables patients souffrir de dépression, d'anxiété, de comportements compulsifs et de vide intérieur. Dans de nombreux cas, la racine n'était pas un traumatisme externe, mais une répression interne. La culpabilité sexuelle les avait amenés à éteindre une partie essentielle de leur force vitale. La libido n'ayant plus de voie d'expression, elle se retournait vers l'intérieur. Conséquences fréquentes, culpabilité chronique ou haine de soi, engourdissement émotionnel ou déconnexion du corps, difficultés avec l'intimité ou le plaisir, pensées obsessionnelles ou comportements sexuels compulsifs, brusque débordement inconscient de libido, adultère, addiction, fantasme secret. Ce n'est pas la libération, c'est une crise de l'âme. Jung appelait cela le clivage psychique. Une partie de la personne tente d'être bonne, tandis que l'autre, l'ombre, agit en secret ou se manifeste dans les rêves, les symptômes ou la projection. L'ombre naît de la culpabilité. La culpabilité ne tue pas le désir. Elle le refoule seulement dans l'inconscient. Et ce que nous réprimons, nous en perdons le contrôle. Jung disait : nous ne devenons pas éclairés en imaginant des figures de lumière, mais en rendant les ténèbres conscientes. Les ténèbres auxquelles il faisait référence incluent souvent la libido refoulée, déformée par la culpabilité et le tabou en fantasme ou comportement que l'ego ne peut tolérer. Quand cette énergie n'est pas intégrée, elle peut apparaître dans des rêves érotiques troublants ou déroutants, se projeter sur les autres sous forme de jugement, d'envie ou d'obsession, se manifester dans les relations par de la dépendance, du contrôle ou de la manipulation sexuelle. Ce ne sont pas des signes d'échec moral, ce sont des signes que la libido a été démembrée de la conscience. L'ombre tente simplement de restituer ce qui avait été banni. Religion, morale et psyché érotique. Jung ne s'opposait pas à la religion, mais il critiquait profondément les systèmes moraux qui répriment la sexualité sans offrir de profondeur psychologique. Il croyait que la véritable spiritualité ne nie pas l'instinct, elle le transforme. Dans de nombreuses traditions occidentales, surtout chrétiennes, la sexualité est présentée soit comme une tentation, soit comme un devoir, jamais comme un mystère. Le plaisir est dangereux, la chasteté est pureté, le corps est un fardeau. Mais Jung voyait comment de tels enseignements mènent souvent à des prêtres et chefs religieux refoulés qui agissent dans le scandale,
des fidèles déchirés entre aspirations spirituelles et désirs humains, des individus souffrant d'une profonde culpabilité pour des fantasmes privés ou une excitation naturelle. Ce type de répression fracture la psyché. Il sépare la libido du logos, Eros de l'âme. La solution de Jung n'était pas de rejeter la religion, mais de symboliser ses enseignements moraux, lire les textes sacrés psychologiquement, non dogmatiquement. Là où la religion dit « résiste au désir », Jung dit « comprends-le ». Le besoin d'une morale psychologique. Jung plaidait pour une morale psychologique, une morale fondée sur la totalité, non sur la répression. Dans ce cadre, le désir n'est ni glorifié ni condamné. Il est examiné. L'éthique repose sur la conscience, non sur des règles externes. La culpabilité n'est pas supposée, mais interrogée. Est-ce ma culpabilité ou l'ai-je hérité? Quand la culpabilité surgit, la question n'est pas « comment m'en débarrasser ?», mais « quelle partie de moi ai-je été enseigné à haïr ?» Ce n'est qu'en posant ces questions que nous pouvons commencer à récupérer la libido de l'inconscient et la ramener dans la vie consciente. Le corps, premier messager de la psyché. La honte sexuelle crée souvent une séparation entre l'esprit et le corps. Les gens vivent dans leur tête, à analyser ou juger, tout en restant dissociés des sensations, du plaisir ou de la vérité érotique. Jung voyait cela comme une tragédie. Le corps est le vaisseau de l'âme. Le réduire au silence, c'est réduire au silence la voix de l'inconscient. Pour lui, la guérison exige de revenir au corps, non comme machine ou tentation, mais comme symbole sacré. Les sensations de désir, d'excitation ou même de honte ne sont pas des problèmes à résoudre. Ce sont des messagers des profondeurs qui attendent d'être entendus. L'intégration de la culpabilité et de la libido. Jung n'a jamais prôné l'indulgence sans conscience. Il ne prônait pas l'hédonisme. Ce qu'il enseignait, c'était l'intégration consciente, faire sortir la libido de l'ombre et l'amener en dialogue avec l'ego. Ce processus inclut reconnaître la culpabilité sans s'y réduire, explorer les origines de la honte sexuelle, famille, religion, culture, choisir consciemment quelles valeurs servent votre individuation et lesquelles non, permettre à la libido de circuler sous des formes symboliques, créatives et incarnées. La véritable morale naît non de la répression, mais de la conscience, du choix et de l'alignement intérieur. Pensée finale pour la partie 12. La culpabilité sexuelle fracture la psyché non pas parce que le désir est mauvais, mais parce que l'âme ne peut pas vivre divisée. Quand la libido est humiliée, le soi est réduit au silence. Mais lorsque nous commençons à explorer notre culpabilité, à comprendre ses origines et à récupérer ce qui avait été banni, nous commençons à guérir, non seulement sexuellement, mais aussi spirituellement. Comme le disait Jung, il n'y a pas de prise de conscience sans douleur, mais il n'y a pas non plus de liberté sans intégration. Voici la traduction en français de ton partie 13. Partie 13. Réappropriation et transformation de l'énergie sexuelle. Le chemin vers la plénitude et la puissance intérieure. Le dernier pas de Jung, de la fragmentation à l'intégration sacrée de la libido. Carl Jung enseignait que le but ultime du développement psychologique est l'individuation, un processus par lequel une personne devient entière en intégrant toutes les dimensions de la psyché, à la fois la lumière et l'ombre, le conscient et l'inconscient. Au cœur de ce voyage se trouve une force puissante et souvent mal comprise, l'énergie sexuelle, la libido. Mais pour Jung, se réapproprier la libido ne signifiait ni s'y abandonner sans réflexion, ni la réprimer au nom de la morale ou du contrôle. Cela signifiait la transformer consciemment, symboliquement et spirituellement en une force de sens, de création et de puissance intérieure. Dans cette dernière partie, nous explorons comment la libido devient non seulement la source du désir érotique, mais aussi le carburant d'une profonde croissance psychologique, d'un éveil spirituel et d'une maîtrise personnelle. Le retour du refoulé. Lorsque l'énergie sexuelle est réprimée, elle devient inconsciente, déformée et rejetée dans l'ombre. Mais lorsqu'elle est ramenée à la conscience, elle ne revient pas comme chaos, mais comme clarté.
Jung observait souvent que, lorsqu'une personne confrontait ses fantasmes, ses tabous et ses projections non pas avec honte, mais avec une compréhension symbolique, la libido réintégrait la psyché sous forme de vitalité créatrice. Ce processus s'accompagne fréquemment d'un élan d'émotion authentique, d'un regain d'intérêt pour la vie et les relations, d'une intimité plus profonde avec le corps, d'un lien renforcé avec les rêves, l'art et l'imagination. L'énergie qui nourrissait autrefois confusion et souffrance devient une ressource pour la transformation consciente. L'énergie sexuelle est une puissance créatrice. Jung reconnaissait que la libido ne concerne pas seulement le sexe, elle concerne la vie elle-même. Une fois libérée de son esclavage à la honte, au fantasme ou à la compulsion, elle peut être sublimée et canalisée vers des expressions plus élevées de la psyché. Création artistique, travail porteur de sens, pratique spirituelle, empathie, profondeur émotionnelle, dévouement à une cause ou à une vérité intérieure. Cette transformation ne détruit pas l'énergie sexuelle, elle l'élève, elle la rend plus raffinée, plus puissante, plus ancrée dans le soi plutôt que dans l'ego. C'est le chemin jungien de l'instinct à travers le conflit vers la conscience. Le mariage intérieur, la réunification de la psyché. Au fur et à mesure que la libido est intégrée, les archétypes de l'animus et de l'anima, qui dominaient autrefois le monde intérieur à travers la projection, sont également amenés en relation. Jung appelait cela le mariage sacré, l'hierogamos. C'est l'union psychologique du masculin et du féminin, de la pensée et du sentiment, de l'action et de la réceptivité, d'éros et de logos. Cette union intérieure donne naissance à quelque chose de nouveau, le soi. À ce stade, le désir sexuel devient moins une quête pour trouver quelqu'un qui nous complète, et davantage un partage à partir d'une plénitude intérieure. L'amour devient conscient, l'intimité devient reconnaissance mutuelle. La libido cesse d'être une force de saisie et devient une force de don. Réapproprier la libido depuis l'ombre. Pour se réapproprier pleinement l'énergie sexuelle, Jung enseignait qu'il fallait 1. Reconnaître la projection, voir comment les autres reflètent nos propres énergies reniées. 2. Retirer les fantasmes inconscients, cesser de confondre les personnes extérieures avec des archétypes intérieurs. 3. Réintégrer le corps, revenir à la physicalité, non comme indulgence, mais comme sol sacré. 4. Écouter l'inconscient. Rêves, fantasmes, émotions sont des messages, non des erreurs. 5. Symboliser le désir. Ne pas seulement demander « que veux-je », mais que signifie ce désir. 6. Canaliser l'énergie. Laisser la libido circuler à travers la créativité, l'intimité et le but spirituel. Ce n'est pas la répression, c'est l'intégration. C'est la transmutation alchimique de la matière brute en or psychique. Signe d'une libido transformée. Comment savoir si l'énergie sexuelle a été transformée? Jung proposait plusieurs indicateurs subtils mais profonds. Une plus grande maîtrise de soi, moins contrôlée par l'impulsion, plus guidée par le sens. Une connexion authentique, des relations qui s'approfondissent lorsque la projection cède à la présence. Une inspiration créative. La libido devient art, intuition, travail de guérison. Une maturité érotique, ressentir le désir sans obsession, vivre l'intimité sans peur. Un alignement intérieur, corps, esprit et âme fonctionnent ensemble, non dans le conflit, mais dans l'harmonie. C'est cela, l'individuation, l'épanouissement complet du soi par l'usage conscient de la libido. Vivre avec une intégrité érotique. Vivre avec une intégrité érotique, c'est ne plus nier le désir, mais ne pas non plus lui obéir aveuglément. C'est ne plus avoir honte de son énergie sexuelle, mais en respecter la puissance. Ce n'est plus chercher la complétude à travers les autres, mais la bâtir en soi. Jung croyait que celui qui transforme son énergie sexuelle devient un adulte psychologique, capable de naviguer dans la vie, l'amour et l'âme avec passion et sagesse.
L'intégrité érotique n'est pas la perfection, c'est la conscience. Savoir que la libido n'est pas seulement sexuelle, mais spirituelle. La vision ultime de Jung. Dans la vision ultime de Jung, la libido, une fois transformée, devient indissociable de l'énergie du soi. C'est la force même qui nous attire vers le sens, éveille l'intuition symbolique et nous pousse à grandir. Ce n'est pas seulement l'union avec un autre, c'est l'union avec la totalité de ce que nous sommes. L'énergie sexuelle transformée est créatrice. Elle construit, exprime, manifeste. Aimante, elle relie sans chercher à posséder. Puissante, elle rayonne de l'intérieur, non par domination, mais par présence. Sacrée, enracinée dans le mystère, l'émerveillement et la révérence. C'est l'intégration finale. La libido n'est plus externalisée. Elle devient ta lumière intérieure. Réflexion finale pour la partie 13. L'énergie sexuelle n'est pas un problème à résoudre. C'est une puissance à se rappeler. Jung nous a montré que derrière le désir ne se cache pas seulement un manque, mais un potentiel. Quand nous nous réapproprions et transformons cette énergie, nous ne faisons pas que guérir. Nous devenons entiers, nous devenons conscients, nous devenons qui nous avons toujours été destinés à être. Le travail de réappropriation de la libido n'est pas d'éviter ou de transcender le corps, mais de descendre à la source même de la vie et d'y trouver, en son cœur, la présence de l'âme. Ton énergie sexuelle est plus qu'un désir. C'est une porte vers ton être véritable. Si cela résonne en toi, abonne-toi, partage et continuons à plonger ensemble dans la psychologie jungienne. L'inconscient appelle. Y répondras-tu ?